Je passe maintenant à l'objet de cette intervention. D'abord, je suis très heureux d'être ici pour parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. J'ai publié avec 3 autres auteurs qui sont Aurélie Windels, qui est journaliste, Karine Fouteau, qui est journaliste, et Serge Guichard, qui est militant de la cause Rome en particulier, mais pas uniquement. J'ai publié, il y a un peu plus d'1 an, un ouvrage qui s'appelle « Roms et riverains, une politique municipale de la race ». Vous l'avez rappelé, pour moi, ce travail s'inscrit dans un ensemble. Cet ensemble, c'est d'essayer de réfléchir à la fois aux normes qui organisent la société, c'est mon travail de sociologue, mais aussi aux effets d'exclusion de ces normes, c'est-à-dire ceux qu'on définit comme eux, c'est-à-dire le principe de définir un nous, eh bien, c'est de supposer un eux. Donc c'est à partir de cette opposition que je travaille et que j'ai travaillé en particulier dans ce cas avec ces 3 co-auteurs. Une remarque peut-être d'abord sur l'écriture de ce livre. Il est relativement inhabituel, lorsqu'on est universitaire ou chercheur, de co-écrire des livres avec des gens qui ne le sont pas. C'est quelque chose que nous avons souhaité et qu'entre autres j'ai souhaité parce que ça me paraissait important de montrer qu'aujourd'hui, la réflexion sur ces questions, elle n'est pas uniquement, même si elle est aussi de type sociologique, elle n'est pas seulement, même si elle est aussi du côté de la recherche, elle a à voir, d'une part, avec la volonté de savoir ce qui se passe, et ça fait partie aussi du travail des journalistes. On le remarque souvent quand ils ne le font pas. Et deuxièmement, ça a à voir aussi avec le travail militant, parce que finalement, comprendre ce qui se passe, ça implique un engagement. Souvent, on se représente le travail sociologique, et à tort, comme un travail neutre. C'est l'expression qui s'est imposée pour beaucoup de gens de neutralité axiologique. C'est un terme qui nous vient de Max Weber, ou plus exactement d'une traduction française qui a été développée par Raymond Aron et un de ses disciples, Julien Freund. Cette traduction, elle donnerait l'impression que pour faire de la vraie science, il faut être neutre. Cette position qui n'est pas réellement celle de Max Weber, et qui a été construite dans un contexte politique qui était celui de la guerre froide, n'est plus applicable aujourd'hui. Essayer de comprendre le monde, en tout cas j'en suis convaincu, ça implique de porter un regard spécifique, c'est-à-dire de se poser certaines questions, et donc pas d'être neutre. Quand on est neutre, on ne voit rien, parce qu'on ne s'intéresse à rien. Pour s'intéresser à quelque chose, eh bien, il faut avoir remarqué, y compris pour s'indigner, y compris pour ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est. Je ne vais pas passer 1 heure sur ce point, mais je voulais le dire d'entrée de jeu, parce que peut-être on pourrait avoir une impression trompeuse en entendant souvent parler de neutralité axiologique et croire que la sociologie serait en quelque sorte en surplomb de la société. À mes yeux, la sociologie, elle est dans la société, elle a à voir avec la société, et en tout cas le type de sociologie que j'essaie de pratiquer, non seulement il est pris dans le monde, mais aussi il essaie de s'adresser à la société. C'est-à-dire que j'essaie de parler non seulement pour un public de mes collègues sociologues, mais aussi, parce que la sociologie, ça n'est pas seulement fait pour les sociologues, de parler à la société, ce qui est un peu flou, mais qui prend un sens, par exemple, ce soir, dans un cadre non universitaire. Voilà pour ce préambule. Je voudrais maintenant parler, non pas de la démarche, mais de ce qui se passe aujourd'hui en France, mais aussi, vous le verrez peut-être plus largement, en Europe. Lorsque on nous parle des Roms, je reviendrai sur la définition de ce terme bientôt, lorsqu'on nous parle des Roms, très souvent, c'est pour les qualifier de nomades. Or, le nomadisme ne caractérise pas les populations roms dont nous parlons. Lorsque, aujourd'hui en France, nous parlons de Roms, nous songeons à des personnes, en général roumaines ou bulgares, qui vivent dans des bidonvilles en France. Or, ces personnes, elles viennent de villages. Elles ne sont pas nomades, elles sont migrantes. Ce point
est important non seulement par souci d'exactitude, mais en raison des conséquences qu'il a ensuite. Notre imaginaire du nomadisme, qui est alimenté par le fait que parfois on parle des roulottes censées caractériser, ou des caravanes censées caractériser ces populations, sans remarquer que lorsqu'on va dans un bidonville, très souvent, eh bien, on s'aperçoit que ces caravanes, elles n'ont pas de roues. C'est quand même un indice sur le statut du nomadisme que de vivre dans une caravane qui n'a pas de roues. Ça ne veut pas dire qu'on est nomade, ça veut dire qu'on ne peut pas se payer une maison. Et dire qu'on vient d'un village, eh bien, ça veut dire qu'on a non pas une absence de lieu, mais qu'on a un point de départ et qu'on a un point d'arrivée en ce moment qui, pour ce qui nous concerne, par exemple en région parisienne, eh bien, est en France. Pourquoi cette question est-elle importante ? Bien sûr, par curiosité générale, mais pour des raisons politiques. Parce que lorsqu'on dit que les Roms sont des nomades, ça sert à quelque chose. Ça sert à se convaincre qu'ils ne sont pas comme nous. Dire ce sont des nomades, puisque nous, quelle que soit la définition de ce nous, ne sommes pas des nomades, eh bien ça veut dire ils ne sont pas comme nous, eux ne sont pas comme nous. Or, je voudrais ici mettre l'accent sur ce qui me paraît aujourd'hui très important, c'est-à-dire, comme l'indique le sous-titre de l'ouvrage que nous avons publié, la mise en place d'une politique de la race, et j'y reviendrai, d'une politique municipale de la race. Mais je laisse pour l'instant de côté cet adjectif. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de politique de la race ? Comme vous le savez, en France, on n'aime pas utiliser le mot race. Ce n'est pas le cas partout, puisque, par exemple, aux États-Unis, les catégories du recensement incluent des catégories raciales. Mais pour des raisons historiques, qui ne sont pas les mêmes selon les pays, dans certains pays, on en parle plus volontiers, dans d'autres pays, en revanche, on répugne à en parler, c'est le cas de la France. Pourquoi, en France, évite-t-on de parler de race ? Parce que, nous dit-on, la race, ça n'existe pas. Et effectivement, si nous entendons race au sens biologique, ça n'est pas tant que ça n'existe pas, c'est surtout que ça n'a à peu près aucun sens. Ce qui est un peu différent, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais ça n'a aucun sens, sauf politiquement. C'est-à-dire que la question n'est pas de savoir si les races existent vraiment ou pas, mais est-ce qu'on traite des gens comme s'ils étaient de races différentes ? Donc, il ne faut pas partir d'une différence existante entre des personnes ou entre des groupes, mais partir d'une différence de traitement selon les personnes et selon les groupes. Alors, vous me direz peut-être qu'il est dangereux d'utiliser le mot race parce qu'il peut prêter à malentendu, parce qu'il peut être utilisé à des fins racistes. C'est vrai. Toutefois, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, les politiques qui sont menées à l'égard des populations roms, et dont je vais essayer de vous montrer, si vous ne le savez pas déjà, mais peut-être le savez-vous si vous êtes venu m'écouter ce soir, ces politiques à l'égard des populations roms, elles n'ont pas besoin de se réclamer de la catégorie de race pour être d'une brutalité considérable. Donc, on peut très bien être raciste sans parler de race. Et on peut très bien mener une politique de la race sans jamais utiliser ce mot. On nous parle, par exemple, de culture. On nous dit que les Roms sont des populations radicalement différentes des nôtres, et c'est là l'usage de la catégorie de nomadisme. Le nomadisme, ça sert à dire « ils ne sont pas comme nous ». Mais bien sûr, plus généralement, on nous explique que les modes de vie de ces populations ne sont pas compatibles avec les nôtres, que les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer, que les Roms ont vocation à repartir en Roumanie et en Bulgarie. Et vous reconnaissez là, peut-être, des formulations qui étaient celles du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avant qu'il ne devienne Premier ministre, à propos des populations roms. Avoir vocation à, ou bien au contraire, ne pas avoir vocation à, ça veut dire qu'on n'est pas véritablement un sujet. Un sujet, c'est quelqu'un qui peut se dire lui-même « j'ai vocation à » ou pas. Mais en revanche,
si je décide à votre place, ou si vous décidez à ma place ce qu'est ma vocation, ça veut dire que je ne vous traite pas comme des sujets ou que vous ne me traitez pas comme un sujet. Et ne pas traiter comme un sujet, ça prend un sens un peu particulier lorsqu'on est dans le cadre de l'Europe. Aujourd'hui, la question Rome, je reviendrai sur ce terme, a pris une importance considérable en Europe, précisément à partir du moment où deux pays où ces populations roms étaient particulièrement présentes, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, sont entrés dans l'Union européenne. C'était en 2007. On a eu ensuite des mesures transitoires jusqu'à début 2014. Et ces mesures transitoires, qui ont été prolongées autant que possible par la France, bien plus que d'autres pays, qui au bout de 2 ans avaient considéré que ces pays pouvaient entrer de plein pied dans l'Union européenne, eh bien, une fois qu'on a épuisé tous les délais qu'on pouvait imposer à l'entrée de ces pays dans l'Europe, les Roms, aujourd'hui, il faut bien le noter, sont européens. Et s'ils sont européens, ça veut dire que, comme tous les Européens, ils ont vocation à se déplacer librement en Europe. Donc lorsqu'on dit qu'ils ont vocation à repartir en Roumanie ou en Bulgarie, lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas vocation à rester ici, eh bien, on est en train de suggérer que parmi les citoyens européens, il y en a qui ne sont pas véritablement des citoyens, c'est-à-dire qui ne bénéficient pas, par définition, des mêmes droits que les autres. Ça, c'est ce qu'on peut appeler une politique de la race. Une politique de la race, c'est de distinguer sans aucun fondement juridique une population définie selon un critère d'origine ou d'apparence ou de langue, en tout cas selon un critère qui n'est pas censé organiser le droit de circulation en Europe. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne suffit pas de parler de culture pour ne pas parler de race. De fait, qu'est-ce qu'on a vu à la fin des années 1970 en France? On a vu la montée de ce qu'on a appelé la nouvelle droite. Puis, au début des années 80, la progression du Front National. Le Front National ne parle pas de race, il parle de culture. Néanmoins, il participe d'une racialisation de la société française en décrétant que tout le monde n'a pas les mêmes droits, qu'il y a des Français qui auraient davantage de droits que d'autres. C'est d'ailleurs ce qui avait été repris par le président de la République, Nicolas Sarkozy, dans le discours de Grenoble, dont vous vous souvenez qu'il visait en particulier les populations roms et les gens du voyage, mais aussi où il proposait, en 2010 donc, de revenir sur la nationalité des Français naturalisés lorsqu'ils commettraient certains crimes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on considère que la nationalité, elle n'est pas également attribuée à tout le monde. Qu'une partie d'entre nous possède cette nationalité de manière absolue et que d'autres la possèdent de manière relative. Cette relativisation de la nationalité pour certains ou certaines d'entre nous, eh bien c'est cela aussi une racialisation. Dernier élément de ce long préambule, avant d'essayer peut-être de vous donner des éléments plus précis sur cette réalité sociale aujourd'hui en France et au-delà. Dernier élément qui tient à la politique la plus actuelle, puisque j'évoquais Manuel Valls et ses formulations sur les Roms et leur vocation supposée. Cette expression qui nous vient de Nicolas Sarkozy, qui l'utilisait volontiers pour l'immigration, avoir vocation à, et qui a été reprise à son compte par Manuel Valls, elle s'est diffusée dans la société française à tel point qu'on m'a parfois dit, à propos des Roms, les Roms, ils n'ont pas vocation. Tout court. Vous comprenez bien dans cette formulation ce qui est suggéré. C'est que la question n'est pas d'avoir vocation à ceci ou à cela, mais de n'avoir vocation à rien. Ce qui est suggéré, c'est qu'ils n'ont rien, ils n'ont aucun avenir, ils n'ont aucun destin,
ce ne sont pas des sujets. C'est la raison pour laquelle les propos de Manuel Valls ont fait l'objet de 2 plaintes. La première avait été portée par le MRAP et elle a été jugée par la Cour de justice de la République, c'est-à-dire parce qu'on peut considérer comme un tribunal politique puisqu'il est réservé aux politiques. Ce tribunal a décidé qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre Manuel Valls parce que, en substance, parce qu'il parlait, lorsqu'il disait que, par exemple, ces populations sont forcément en conflit avec les nôtres, il parlait pour exprimer la politique de la France. Autrement dit, l'accusation d'incitation à la haine raciale qui était portée contre celui qui était alors ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, était rejetée en disant qu'il ne pouvait pas avoir tenu des propos racistes puisque ces propos reflétaient la politique de la France. Ce qui implique que, par définition, la politique de la France ne peut pas être raciste. Il y a eu une deuxième plainte qui a été portée par l'association La Voix des Roms et qui a été entendue par la justice normale, qui a fini également par rejeter cette plainte en disant « c'est une question de politique, donc nous n'avons pas à en juger ». Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien une politique. Sauf le gouvernement français, lorsqu'il est amené à répondre aux critiques des Nations Unies concernant sa politique à l'égard des Roms. Et dans ce cas-là, quelle est la réponse de la France pour justifier son action? C'est de dire qu'elle ne vise pas particulièrement les Roms. Comme vous le savez, c'est démenti non seulement par l'expérience, mais aussi par le fait qu'il y a un certain nombre de documents produits par l'État où apparaît cette catégorie qui n'existe pas aux yeux de l'État français. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que si ça n'est pas la politique de l'État, alors les propos de Manuel Valls devraient être jugés pour eux-mêmes. S'ils ne reflètent pas une politique à l'égard des Roms, il parle quand même des Roms lorsqu'il dit la vocation des Roms. Cette contradiction dans les discours d'État sur les Roms reflète ce qu'on pourrait appeler un double langage. D'un côté, on nous dit les races n'existent pas, mais d'un autre côté, on va traiter les Roms comme s'ils étaient d'une race différente. D'un côté, on nous dit qu'il n'y a pas de politique de la race, mais néanmoins, on va mener une politique qui va cibler une population qui n'est pas définie sur un critère national. Alors c'est ça que je voudrais essayer maintenant de décrire un petit peu plus précisément. On pourrait s'imaginer que la raison pour laquelle des gens sont traités différemment, c'est parce qu'ils sont différents. Mais vous voyez bien le danger d'une telle formulation. Est-ce qu'on peut considérer que c'est parce que les Juifs étaient différents qu'ils ont été victimes d'antisémitisme? Ou bien est-ce qu'on peut considérer, à la manière de Sartre, que c'est l'antisémite qui fait le Juif? Autrement dit, qu'on ne peut pas considérer ces catégories indépendamment de la manière dont elles sont traitées. Le traitement précède en quelque sorte l'existence de catégories. Bien sûr qu'il existe peut-être quelque chose comme les Roms, ça peut se discuter sociologiquement, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui sont traités de cette manière. Et que quand bien même ils ne se définiraient pas comme tels au départ, ils finissent par être contraints d'endosser ce rôle qui leur est assigné par les politiques qui les visent. Donc c'est en ce sens-là qu'on peut parler d'une politique de la race, et donc je vais vous proposer une définition à laquelle je suis arrivé, et qui me paraît dissiper tout équivoque, tout malentendu sur une prétendue nature biologique de la race. Ce dont je parle, encore une fois, n'a rien à voir avec cela. Et donc la définition que je vous propose, c'est de considérer que la race, c'est ce qui permet de traiter des êtres humains de manière inhumaine, sans pour autant se sentir soi-même inhumain. Vous le voyez, ça ne dit rien sur la catégorie de la population, sur sa différence supposée, et ça prétend dire tout sur la manière dont nous les traitons, dont ils sont traités. Cette définition, elle pourrait sous-entendre qu'il y a un préjugé
C'est-à-dire que si on traite mal les Roms, c'est parce qu'on n'aime pas les Roms. Si on traite mal les Roms, c'est parce que ce sont des voleurs de poules. Si on traite mal les Roms, c'est parce que on les soupçonne de voler, parce qu'on les soupçonne d'être sales, parce qu'on les soupçonne ou on les accuse de mendier, etc. Donc on pourrait penser que les préjugés reflètent quelque chose qui serait du côté de la condition Rome. Ce que je voudrais suggérer, c'est que la logique explicative est inverse. C'est parce qu'on traite mal les gens qu'il faut bien trouver de bonnes raisons de les traiter mal. C'est ce qui est résumé par un proverbe familier qui dit que quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc je ne réinvente pas de grandes lois sociologiques, mais je m'appuie sur le bon sens partagé, qui est qu'on sait très bien qu'on va trouver des tas de bonnes raisons pour maltraiter les gens une fois qu'on les traite mal. Et c'est ce qui se passe avec les populations roms. Je voudrais en prendre un exemple, pour commencer, qui est celui des poubelles. Lorsque vous entendez parler des Roms, c'est sans doute souvent parce qu'on leur reproche leur saleté supposée. Et effectivement, on vous fait remarquer que, comme dans un tract qui circulait dans l'Essonne quelques mois avant l'écriture, la publication de notre livre, un tract qui circulait et dont les auteurs ont été reçus aimablement par la municipalité de Ris-Orangis, ce tract qui disait que cet été, c'était donc il y a 2 ans, cet été, les Roms vont être comme les rats et se répandre. La comparaison avec les rats vous rappellera peut-être des souvenirs historiques qui ne sont pas plaisants, mais surtout le registre animalier, il est important parce qu'il veut dire qu'ils ne sont pas de la même espèce que nous. Dire que ce sont comme des animaux, c'est bien sûr dire qu'on peut les traiter comme des animaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette réputation de saleté? Eh bien, ça résulte du fait qu'on ne ramasse pas, le plus souvent, les poubelles dans les bidonvilles roms, alors même que c'est une obligation pour les pouvoirs publics. Donc, par exemple, on dira « d'accord, j'installe une poubelle », mais on en installera une seule, alors qu'il y aura 100 personnes. Et donc après, qu'est-ce qu'on constatera? On constatera que les détritus s'accumulent. Et après, lorsqu'on va chasser ces populations, puisque en France, on a coutume de les chasser, de manière tout à fait spectaculaire, puisqu'on s'est aperçu qu'en gros, chaque personne rom en France aujourd'hui est expulsée 1 fois par an. C'est comme ça qu'on crée du nomadisme. C'est-à-dire que si les gens, tous les 6 mois ou tous les ans, se retrouvent chassés pour aller s'installer 10 km plus loin, on pourra dire qu'ils sont nomades. Simplement, c'est un nomadisme d'État qui n'a rien à voir avec une tradition culturelle. Donc, on ne leur ramasse pas les poubelles, très souvent. Pourquoi? Eh bien, expliquent les pouvoirs publics, pour qu'ils ne s'installent pas. C'est-à-dire que si on leur facilite les choses, ils risquent de s'installer. Donc, il faut leur rendre la vie plus difficile. On ne va pas ramasser les poubelles. Mais bien sûr, si les poubelles s'accumulent, non seulement c'est insalubre pour les habitants du bidonville, ce qui permettra ensuite de justifier l'expulsion pour leurs biens, mais aussi ça va devenir extrêmement déplaisant pour le voisinage, pour ces populations qu'on appelle aujourd'hui, et j'y reviendrai, les riverains. Effectivement, être riverain d'un bidonville dont on ne ramasse pas les ordures, ça n'est pas très plaisant. Donc, on crée un deuxième problème, non seulement l'insalubrité pour les Roms des bidonvilles, mais aussi l'insalubrité pour les voisins. Et donc, on monte les uns contre les autres. Et c'est ensuite une deuxième raison d'expulser ces bidonvilles. La première, c'était pour le bien des Roms, et la deuxième, c'est pour le bien des riverains. Donc, c'est un exemple de comment on crée un problème. Alors vous me direz, il n'y a aucune volonté politique là-dedans, c'est juste un enchaînement de circonstances. Je serais tenté d'être plus sévère, et en particulier à partir d'un exemple. Serge Guichard, l'un des co-auteurs de notre ouvrage, a été poursuivi en justice au pénal pour une action militante qu'il a engagée
en essayant de faire la démonstration de la mauvaise volonté du pouvoir public en matière de ramassage des ordures pour ce qui concerne les bidonvilles roms. Il s'est concerté avec à la fois des militants et des habitants de ces bidonvilles, et ils ont sorti toutes les ordures qu'ils ont enfermées dans des sacs poubelles du Conseil général, et ils les ont mis sur le trottoir, en faisant bien attention que ça ne gêne pas la circulation. Mais ces ordures accumulées, elles faisaient un mur de 2 mètres de haut et de 100 mètres de long. Ça veut dire que ça rendait visible, très visible, ce que on ne faisait pas, mais du coup ce qu'on faisait aux populations roms. C'est la raison pour laquelle il a été poursuivi au pénal. L'État a bien été obligé de renoncer à cette poursuite parce qu'elle n'avait aucun fondement dans le droit. Mais vous imaginez bien que c'est assez dissuasif d'être poursuivi au pénal et que ça n'encourage pas le militantisme. Il y a de quoi avoir peur. Si demain, à la suite de mon intervention, j'étais poursuivi au pénal, je ne suis pas sûr de manifester une très grande bravoure. Donc, poursuivi par l'État. Donc, je le souligne parce que ça permet de montrer ce qui gêne l'État, en l'occurrence, c'est qu'on montre ce qu'il fait. Ça veut bien dire qu'il sait ce qu'il fait. Que les conséquences d'insalubrité, qu'ensuite on entend déplorer par des responsables avec des trémolos dans la voix, elles ne sont pas tout à fait accidentelles. Il s'agit de masquer la politique qui est menée, mais ça ne veut pas dire que les acteurs politiques soient tout à fait inconscients. Je prendrai un deuxième exemple, en restant également trivial, mais je crois que la trivialité est très importante dans cette affaire, et je vous dirai pourquoi. Le deuxième exemple concerne les toilettes. Pour la même raison qu'on ne ramasse pas les ordures, on refuse d'installer des toilettes sèches dans les bidonvilles. La même raison, c'est-à-dire il ne faudrait quand même pas qu'ils finissent par s'installer. Donc si on ne veut pas qu'ils s'installent, il faut leur rendre la vie plus difficile et donc, en particulier, refuser d'installer des toilettes. Que disent ensuite les riverains ? Eh bien que les excréments s'accumulent et que donc c'est insalubre. Donc, à nouveau, c'est pour le bien des riverains et pour le bien des Roms qu'on va pouvoir expulser les gens d'un bidonville. Alors, pour le bien des riverains, je veux bien le croire qu'il est plus agréable, à nouveau, de ne pas habiter à côté d'un endroit qu'on a laissé ainsi à l'abandon, même si, dans certains cas, on s'en est rendu compte, les riverains pouvaient, ou ces riverains qui se plaignent, pouvaient le faire, alors qu'avant, sur ce terrain où s'étaient installés des Roms, il y avait un trafic de drogue, avec des seringues, avec des batailles, etc. Et que donc ça n'était pas toujours des conditions idéales qui avaient précédé l'arrivée des populations roms. Et donc leurs plaintes n'étaient peut-être pas entièrement imputables aux Roms. Ça, ce sont deux exemples. Les ordures d'un côté, les toilettes de l'autre. Une riveraine nous avait expliqué lors de nos enquêtes que vraiment ces gens-là, et elle pensait donc au fait qu'on butait sur des excréments quand on était à côté du bidonville, ces gens-là, nous avait-elle dit, ils ne crottent pas comme nous. Ce qui était vrai, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous avons accès à des toilettes. Mais bien entendu, vous voyez l'effet de cette politique qui empêche d'avoir des conditions matérielles les plus élémentaires, c'est qu'on finit par trouver que ces gens-là ne sont pas de la même nature que nous. C'est comme ça qu'on crée le sentiment qu'il y a une différence d'espèce, c'est-à-dire, à proprement parler, une logique de racialisation de ces populations. Alors, à quoi ça correspond de faire tout ça ? Je vous l'ai dit, c'est pour empêcher qu'ils ne s'installent. Mais ça finit par devenir une politique rationnelle revendiquée, comme par exemple, lorsque, il y a 2 ans et demi, je crois, à Lyon, il y avait eu un incendie au cours duquel avaient péri 3 personnes roms, dont une adolescente. 2 femmes et une adolescente, je crois, ou 2 femmes et un adolescent.
Le maire de Lyon, Gérard Collomb, maire PS, était venu. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait aussi, par coïncidence, à Lyon, la visite de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, et aussi de celui qui était encore ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Et donc, ils étaient venus sur les lieux. Et Gérard Collomb avait dit, quand même, ça prouve que ces gens-là feraient mieux de retourner vivre dans leur pays plutôt que de venir mourir ici. Ce qui est également indubitable. Simplement, vous voyez bien que quand une figure politique tire comme conclusion d'un tel accident la logique même qui est celle exprimée par le ministre de l'Intérieur, à savoir que les Roms n'ont pas vocation à rester en France et qu'ils ont vocation à retourner en Roumanie et en Bulgarie, vous voyez bien qu'il y a une cohérence qui est dessinée entre les pratiques politiques et les discours politiques. On produit une altérité, on produit une situation qui est radicalement différente de la nôtre et qui du coup devient insupportable pour tout le monde, et donc on va être amené à faire ce qu'on avait annoncé qu'il fallait faire, c'est-à-dire s'en débarrasser. Cette politique de la race, elle peut se résumer par une expression et par un concept. L'expression, c'est rendre la vie invivable. Si on rend la vie invivable aux gens, ils vont finir par partir d'eux-mêmes. C'est ce qu'avait déjà fait aux États-Unis la droite républicaine en proposant de régler le problème de l'immigration de cette manière-là. C'est quoi la solution proposée par la droite républicaine ou par une partie d'entre elles? C'est ce qu'on appelle, je vous le traduis en français, l'auto-expulsion. Le terme en anglais est un peu, demande à ne pas être traduit littéralement, self-deportation, parce que ça donnerait autodéportation, ce qui évoquerait la Deuxième Guerre mondiale, ce qui n'est pas ce que je souhaite faire ici. Donc l'auto-expulsion, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire que si on leur rend la vie suffisamment difficile, ils partiront d'eux-mêmes. Donc, aux États-Unis, certains ont proposé, et parfois obtenu, qu'on prive les sans-papiers de tous leurs droits, y compris scolaires, médicaux, etc. On voit bien que c'est assez proche de la logique de Gérard Collomb lorsqu'il dit « il ferait quand même mieux de rentrer chez eux plutôt que de venir mourir ici ». Le problème, c'est qu'effectivement, les Roms qui sont en France aujourd'hui ne choisissent pas, la plupart du temps, de rentrer en Roumanie ou en Bulgarie. Pourquoi? Pour deux raisons conjointes. La première, c'est que, pour parler de l'exemple de la Roumanie, ce ne sont pas seulement les Roms qui ont quitté la Roumanie, mais une proportion importante de la population qui, depuis la fin du communisme, a quitté la Roumanie pour des raisons, en grande partie, économiques. On estime à plus de 10% la proportion de la population qui a quitté le pays. Imaginez si en France, 6 500 000 personnes quittaient le pays. Il se trouve que la proportion semble plus importante pour ce qui concerne les Roms parmi les Roumains. Et pourquoi sont-ils plus nombreux à partir? Sans doute en partie parce qu'ils sont plus nombreux parmi les pauvres, mais aussi parce qu'ils sont victimes de discrimination. Et d'ailleurs, les choses sont liées. Donc c'est parce que leur vie est très difficile, à la fois pour des raisons économiques et pour des raisons de racisme et de discrimination. On a vu par exemple combien il pouvait y avoir des violences, y compris des meurtres, en Hongrie à l'égard de populations roms. Donc si on veut qu'ils finissent par se dire qu'il serait mieux là-bas qu'ici, vous voyez qu'il faut monter la barre très haut. C'est-à-dire qu'il faut que leur vie ici soit vraiment invivable pour qu'ils finissent par se dire qu'il serait mieux chez eux qu'ici.
C'est ça le problème de la politique de la race, de cette politique d'auto-expulsion, c'est que si on veut que les Roms partent d'eux-mêmes, eh bien, donc si on veut réussir une politique d'auto-expulsion, eh bien, il faut que leur vie soit véritablement invivable. Alors pourquoi, me direz-vous, ne se contente-t-on pas de les expulser au lieu d'attendre qu'ils choisissent de partir? Pourquoi pas l'expulsion au lieu de l'auto-expulsion? Eh bien parce que ce sont des citoyens européens. Le paradoxe, c'est que les Roms sont plus maltraités encore aujourd'hui que les migrants africains, alors même qu'ils sont européens, mais ça n'est pas bien qu'ils soient européens, mais c'est en raison du fait qu'ils sont européens. C'est parce qu'on ne peut pas les traiter comme des Africains, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de les expulser. On est bien obligé de leur reconnaître des droits. Donc on leur laisse la liberté de partir d'eux-mêmes une fois qu'ils se seront rendus compte que la vie est invivable en France, ou plus exactement qu'on leur rend la vie invivable. Ce qui explique pourquoi on les chasse tous les 6 mois ou tous les ans. Parce que ça permet qu'effectivement ils repartent à zéro à chaque fois. Et repartir à zéro, ça n'est pas simplement une question économique, ça n'est pas simplement, même si c'est aussi bien sûr, le fait de partir sans ses affaires. Mais ça veut dire aussi que la scolarisation des enfants, lorsqu'elle a commencé, s'interrompt. Vous vous rappelez la formule que je citais tout à l'heure de Manuel Valls? Ils n'ont pas vocation à s'intégrer en France, parce que leur culture est trop différente de la nôtre. Mais quel est le premier vecteur d'intégration? C'est bien sûr l'école. Mais lorsque vous voyez que, par exemple, certaines municipalités refusent d'inscrire des enfants roms dans les écoles, ce qui, là encore, comme pour le ramassage des ordures, est tout à fait contraire à la loi. Est-ce que vous avez déjà entendu des rappels à l'ordre par des préfets pour des municipalités qui refusaient d'inscrire des Roms dans des écoles? Pour ma part, non. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'État, qui va se réclamer du droit, est tout à fait prêt à le faire quand ça l'arrange, par exemple en s'appuyant sur une décision de justice pour expulser un bidonville, mais en revanche, en refusant d'attendre la décision de justice lorsque on peut invoquer une urgence dans l'intérêt général, par exemple pour des raisons d'insalubrité, ou bien encore donc de ne pas faire respecter la loi lorsque ce sont les pouvoirs publics qui ne font pas leur travail, qui ne ramassent pas les ordures ou qui n'inscrivent pas les enfants à l'école. Mais lorsque ces enfants sont inscrits à l'école, parce que, à force, ils l'obtiennent, ou bien parce qu'ils sont dans des municipalités ou avec des directeurs, directrices d'école qui sont particulièrement soucieux de respecter l'égalité républicaine d'inscription à l'école et donc de faire appliquer la loi. Eh bien, s'ils sont chassés 6 mois ou 1 an plus tard, ils perdent ce bénéfice parce qu'ils ne seront pas chassés à l'autre bout de la France, ils seront 10 km plus loin. Mais évidemment, 10 km plus loin, ça ne permet plus d'aller à l'école. Donc, vous voyez que cette politique d'expulsion, je vous le rappelle, chacun étant expulsé en moyenne 1 fois par an, eh bien, ça ne règle rien. C'est-à-dire que s'installer dans un nouveau bidonville 10 km plus loin, ça n'a apaisé personne. Ça donne au contraire l'impression que les Roms sont omniprésents, qu'ils sont partout. Or, les Roms, il n'y en a pas beaucoup. Ou plus exactement, les Roms dont on parle, c'est-à-dire ceux qui, roumains ou bulgares, vivent dans des bidonvilles, on les estime en France entre 15 et 20 000 personnes. Pour des raisons de commodité, j'arrondis, si j'ose dire, toujours à 18 000. Mais en fait, on n'en sait rien, c'est peut-être 17 000, c'est peut-être 16 000, 19 000. Cette catégorie n'est pas précise, puisque ça n'est pas une catégorie d'État. Mais admettons 18 000, et la marge d'erreur est faible. Pourquoi 18 000? C'est pour qu'on se rende compte. Il y a 36 000 communes en France. Donc ça veut dire 1 demi-Rom par commune. Vous voyez bien que ce qui nous a été présenté depuis quelques années comme un problème majeur pour la société française ne repose pas sur une question quantitative. Et ça, c'est une nouveauté relative dans les politiques à l'égard des étrangers en France depuis 40 ans.
Depuis 40 ans, on nous parle de quelque chose qu'on appelle le problème de l'immigration. C'est quoi le problème de l'immigration? Avec des guillemets, ça n'est pas un terme que je reprends à mon compte, ou plus exactement, je dirais que comme tous les problèmes, c'est un problème qui est construit socialement et politiquement. Mais donc, c'est quoi ce problème de l'immigration? Eh bien, ce qu'on nous explique, c'est le fait qu'il y en a trop. Par exemple, le Front National a commencé à prospérer dans les années 1980 en comparant le nombre d'étrangers au nombre de chômeurs. Et donc, avec la suggestion qu'il y avait une équivalence, qu'il y a beaucoup de chômeurs parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Donc la quantité est importante. Et la philosophie de cette forme de xénophobie a été résumée par l'ancien ministre de l'immigration et de l'identité nationale, Brice Hortefeux, dans une plaisanterie qui lui avait valu des poursuites en justice, lorsqu'il avait dit « quand il y en a un, ça va, mais c'est quand il y en a plus ». Autrement dit, la plaisanterie sur l'immigration voulait dire que je n'ai rien contre les étrangers, ce que je regrette, c'est qu'il y en ait beaucoup. Donc la quantité est déterminante dans la représentation du problème de l'immigration. D'ailleurs, c'est quelque chose que Nicolas Sarkozy avait très bien compris. Lorsque il est entré en compétition avec Dominique de Villepin en 2005, lorsqu'il est rentré au gouvernement aux côtés de Dominique de Villepin, lui deuxième et Dominique de Villepin premier de ce gouvernement, eh bien, vous vous en souvenez peut-être, Nicolas Sarkozy présidait l'UMP. Et juste après le référendum de 2005 contre le traité constitutionnel européen, c'est-à-dire juste après le rejet des politiques néolibérales qui étaient menées au nom de l'Union européenne, eh bien, Nicolas Sarkozy, réunissant l'UMP, lui avait dit, en substance, j'ai compris le vote des Français et le problème, c'est qu'ils ne sont pas contents de l'Europe parce qu'ils veulent avoir le sentiment de choisir leur destin et non pas de subir des contraintes. Et comment a-t-il traduit cette critique politique, cette interprétation du vote non au traité constitutionnel européen? Eh bien, par une grande conférence de l'UMP sur l'immigration. Et c'est à ce moment-là qu'il a introduit dans le vocabulaire politique l'opposition entre l'immigration choisie et l'immigration subie. En quelque sorte, il disait aux gens, je vous ai compris, la raison pour laquelle vous avez voté non au traité constitutionnel européen, c'est l'immigration. Cette réponse, ou cette interprétation du vote non, elle était intéressante à bien des égards, puisque la catégorie d'immigration subie transformait radicalement la discussion sur l'immigration. Jusqu'alors, le débat sur l'immigration était focalisé sur la question des sans-papiers, c'est-à-dire d'une immigration non légale. Je ne dis pas illégale parce que dans beaucoup de cas, il s'agit de personnes qui sont entrées légalement et l'évolution de la législation aidant, qui ont perdu leur statut légal ou qui n'ont pas réussi à le renouveler. Donc l'immigration non légale était l'objet principal du débat public depuis les années 70 lorsqu'on parlait d'immigration. Mais c'est combien les sans-papiers en France? 300 000, 400 000, en gros. On ne sait pas exactement, bien sûr, puisqu'elle n'est pas recensée exactement, mais tout le monde a l'air de s'accorder sur ces chiffres, quelles que soient les options politiques. 300 000 ou 400 000, c'est pas beaucoup, pour une population de plus de 65 millions d'habitants. Donc, comment on fait pour se dire qu'on a vraiment un gros problème? Eh bien, on se dit, oh, mais il n'y en a pas que 300 000. Parce qu'en fait, je vais vous parler non plus seulement des sans-papiers, mais je vais vous parler de l'immigration subie. Et l'immigration subie, ça comprend qui? Ça comprend bien sûr les sans-papiers, mais ça comprend aussi toutes les personnes qui viennent en France au titre du regroupement familial, c'est-à-dire les épouses ou les époux et les enfants qui viennent rejoindre un parent ou un conjoint. Mais ça comprend aussi les personnes étrangères qui se marient avec des Français.
Donc, dans les couples binationaux, il faut bien savoir que l'étrangère ou l'étranger de ce couple fait partie de la comptabilité de l'immigration subie. Mais aussi, bien sûr, les demandeurs d'asile, ce qui n'est pas de l'ordre de l'immigration, puisque l'asile, c'est un droit. L'immigration, à ce jour, n'est pas un droit, mais l'asile en est un. Il y a aussi les demandes pour des raisons médicales, voire les étudiants. Tout ça, on ne les a pas forcément choisis. Donc, on les a subis. Et du coup, c'est formidable, parce qu'au lieu d'avoir 300 000 personnes, il y en a des millions. Autrement dit, nous avons un gros problème. C'est ça, le problème de l'immigration, c'est quelque chose qu'on essaie de gonfler en nous donnant l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Or, ça ne se passe pas du tout comme ça quand on nous parle des Roms. Et c'est pour cela que je distinguerai la question Rome du problème de l'immigration. La question Rome, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que même, comme le disait un élu marseillais, même s'il y en avait que 10, ce serait déjà trop. Là, on est dans une logique qui n'est plus de dire c'est parce qu'ils prennent la place des Français, c'est parce qu'ils sont aussi nombreux que les chômeurs, etc. Personne ne dit cela. Vous n'entendez jamais personne, je vous disais tout à l'heure 18 000, donc un demi par commune en France, vous n'entendez jamais personne, ou presque, vous dire en France il y a 400 ou 500 000 Roms. Or, il y a des chiffres européens qui disent qu'effectivement il y a 400 ou 500 000 Roms. Là aussi ça se discute, ces chiffres sont des approximations. Mais alors, quelle est la différence entre les 18 000 et les 400 000 ? Eh bien, c'est que les 400 000, pour la plupart, sont français. Et qu'on ne les appelle jamais des Roms. Et pourquoi on ne les appelle jamais des Roms ? Entre autres parce qu'ils n'ont pas trop envie d'être appelés Roms, dans un contexte où les Roms sont l'objet d'une telle stigmatisation, voire d'une telle persécution. Ils n'ont pas envie d'être mis dans le même sac. Et de fait, aujourd'hui, on assiste à des tensions racialisées au sein même d'une population qui est censée appartenir plus ou moins à la même catégorie, c'est-à-dire en particulier entre des gens du voyage, catégorie administrative française, qui regroupe en bonne partie des personnes qu'on pourrait qualifier de Roms, et ceux qu'on appelle Roms, c'est-à-dire des populations Roms de Roumanie ou de Bulgarie qui vivent dans des bidonvilles. Donc la racialisation, elle finit par jouer au sein même d'une catégorie de population. Donc, on pourrait dire qu'il y en a 400 000, d'après ces chiffres européens, en France, si on comptait non seulement ceux qui vivent en bidonville, c'est-à-dire des étrangers pauvres très visibles, mais en fait, tous ceux dont on ignore qu'ils sont Roms, parce que ça ne se voit pas forcément sur le visage. Et c'est d'ailleurs un des problèmes. Nous racontons dans le livre, c'est Aurélie Windels qui le fait, journaliste, qui a, avec moi et avec d'autres, participé à Cette France-là, un collectif qui a publié plusieurs ouvrages sur la politique d'immigration. Donc Aurélie Windels rapporte dans ses enquêtes à Lille une femme qui avait une femme Rome qui avait une petite fille blonde. Et cette petite fille blonde lui valait constamment des ennuis. C'est-à-dire qu'elle était constamment interpellée dans le métro par des gens qui lui disaient « Mais c'est pas votre fille, vous l'avez volée ». Y compris avec des policiers qui ont pu lui demander, y compris avec une femme française bien habillée qui lui avait proposé de lui acheter son enfant. Qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Elle a fini par raser la tête de son enfant. Jusqu'à ce que cet enfant soit suffisamment grande pour pouvoir expliquer « si, c'est ma mère et elle ne m'a pas volé ». Mais le fait que ça se passe à propos d'une enfant blonde nous rappelle effectivement combien il y a un imaginaire racial qui est attaché aux Roms, c'est-à-dire qu'on se dit « il ne pourrait quand même pas être blond ». Ils ne pourraient pas être comme des gens de chez nous. Ils sont forcément différents et donc on finit par trouver impensable qu'il puisse y avoir des enfants blonds. Cette histoire n'est pas exceptionnelle puisque, vous vous en souvenez peut-être, il y avait eu la même chose en Italie, la même chose en Grèce. Des enfants roms retirés à leurs parents parce qu'ils étaient blonds. Vous vous rappelez peut-être
une des histoires les plus frappantes, je crois que c'était en Grèce, j'ai une petite hésitation au moment de le dire, mais en tout cas c'était en Europe, un enfant blond qui était surnommé l'ange blond. C'était l'ange blond tant qu'on pensait qu'il était volé. Lorsque des tests ADN ont permis de confirmer qu'il était bien l'enfant biologique des parents qui le revendiquaient comme leur, eh bien, on n'a plus parlé d'ange blond. On a dit qu'il était albinos. Si là, on n'entend pas qu'il y a quelque chose comme une racialisation, c'est qu'on ne veut pas l'entendre. On voit bien ici qu'on était parti de la culture, mais qu'on est arrivé très très près d'une définition racialisée qui nous est très familière historiquement. Alors ça, c'est quelque chose... Pardon, je vais regarder parce que je n'ai pas surveillé mon temps. Donc je parle encore 10 minutes peut-être, si ça vous convient. Cette politique qui est menée, je vous le disais, elle correspond à une logique qui est une logique aujourd'hui européenne, c'est-à-dire c'est parce qu'ils sont européens qu'ils sont traités de la sorte, et non pas bien qu'ils soient européens. Ce que je voudrais essayer de comprendre, c'est pourquoi. Alors je vais essayer d'y répondre de deux manières. D'abord, comprendre ce qui se passe en France, et puis comprendre ce qui se passe plus largement en Europe. Parce qu'après tout, l'Europe a son mot à dire dans cette affaire. Vous vous en souvenez peut-être, le discours de Grenoble avait été suivi d'une chasse aux Roms qui avait amené l'Europe, par la voix de Viviane Reding, commissaire européenne aux droits humains, à protester contre la politique de la France. Vous vous rappelez peut-être ce scandale qui avait eu lieu à la fin de l'été 2010, lorsque, découvrant qu'il y avait une circulaire du gouvernement français qui visait à expulser spécifiquement les bidonvilles roms, eh bien, cette commissaire européenne, Viviane Reding, luxembourgeoise, avait dit « J'avais espéré qu'on ne verrait plus une population ciblée sur un critère ethnique ou racial après la Deuxième Guerre mondiale. » Et vous vous en souvenez peut-être, cette phrase avait fait scandale, c'est-à-dire que ce qui avait beaucoup choqué, ça n'était pas le fait que la France était en train de cibler des Roms sur un critère ethnique ou racial, mais qu'elle ait fait référence à la Deuxième Guerre mondiale pour parler de la France. Et donc l'Europe avait fini par reculer, alors que bien entendu, elle n'avait pas dit que la France était devenue un pays nazi, mais elle avait dit en revanche que l'expérience nazie devrait nous apprendre qu'on ne joue pas avec la race. Le sens me paraît différent, et à mes yeux, en tout cas, le scandale n'est pas là où on l'a vu à l'époque. Vous l'aurez compris sans doute par la tonalité de mon discours. Donc que disait l'Europe à ce moment-là? Elle disait « on ne peut quand même pas traiter les Roms comme ça ». Pourquoi? Non pas au nom d'un humanisme général, parce qu'après tout, l'Europe a une politique à l'égard des immigrés venus d'Afrique qui n'est pas forcément beaucoup plus généreuse. Il y avait eu, par exemple, cette directive surnommée « directive de la honte ». On avait donc la possibilité d'imaginer que l'Europe serait impitoyable avec les Roms comme elle l'est avec les Africains, sauf que les Roms sont européens. Donc l'Europe a son mot à dire, même si elle ne le dit plus aujourd'hui, c'est-à-dire si on ne l'entend quasiment plus. C'est d'ailleurs l'ONU qui vient de prendre le relais en critiquant la France sur ce point, puisque l'Europe restait silencieuse. Pourquoi cette politique est-elle possible en France? Ce que je voudrais suggérer, c'est que une de ces conditions de possibilité, c'est l'effacement de la différence entre les politiques menées en la matière sous Nicolas Sarkozy et aujourd'hui sous François Hollande. L'absence de différence veut dire que cette question n'apparaît plus comme une question politique. En 2010, souvenez-vous, beaucoup de gens avaient protesté contre la politique menée par Nicolas Sarkozy, et en particulier la gauche politique. Les associations de gauche comme SOS Racisme étaient en première ligne. Mais aussi Manuel Valls lui-même, qui avait protesté en disant qu'on ne peut pas jeter ainsi des populations à la vindicte. Ça, c'était en 2010, mais aujourd'hui, vous n'entendez plus. Ça n'est pas la droite qui va protester contre la politique que mène la gauche en la matière. Et si ça n'est pas
la gauche politique, ni même la gauche associative pour une part, eh bien, il n'y a pas grand monde. Donc, ça veut dire que ce qui pouvait être clairement perçu comme une question politique, avec des choix droite ou gauche, ou bien extrême droite et le reste, aujourd'hui est devenu presque illisible, puisqu'on a l'impression que personne ne dit « il faudrait faire autrement ». Personne ne dit « ça ne sert à rien d'expulser les gens tout le temps ». Personne ne dit que, par exemple, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, eh bien, c'est pas du tout le même en Italie. Si chez nous, on expulse en gros 100% des Roms chaque année, mais ça veut dire en même temps qu'ils restent là, qu'ils vont juste un peu plus loin, en Italie, c'est quelques pourcents. Pourtant, l'Italie n'est pas particulièrement généreuse avec les populations roms, mais ça montre bien que ce n'est pas la seule manière de traiter ces populations. Que ça ne découle pas de leur pauvreté, que ça ne découle pas même du fait de ressentir de l'hostilité pour ces populations. C'est véritablement un choix politique de créer, je vous l'ai dit, une sorte de nomadisme d'État qui fait qu'on rend impossible toute intégration, ou du moins c'est ce qu'on vise. Donc la première chose, c'est l'effacement de la frontière politique qui rend impensable l'idée qu'il s'agit d'une politique. Mais la deuxième chose, c'est l'Europe. L'Europe, pourquoi laisse-t-elle faire cette politique qui est si contraire à ses principes? Vous me direz, elle est tout à fait contraire aussi aux principes de la France. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas censé avoir une politique de la race. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, on envisage de supprimer le mot race de la Constitution après avoir voulu le supprimer du droit, parce qu'il apparaît dans l'expression « sans distinction de race ». Qu'est-ce que ça veut dire, sans distinction de race? Ça veut dire qu'on se donne un outil pour contester, pour combattre les politiques de la race, c'est-à-dire précisément ce qui est fait à des populations comme les Roms. Donc on préfère ne plus dire le mot pour ne plus pouvoir combattre la chose. Et pourquoi l'Europe, donc, laisse-t-elle faire? Et pourquoi voit-on le développement d'une telle hostilité à l'égard des populations roms? Là encore, je voudrais récuser l'idée que c'est simplement parce qu'ils sont pauvres et qu'on ne supporte plus la pauvreté, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. On provoque cette misère. Donc ça n'est pas simplement qu'on laisse faire, c'est qu'on fait. Ce qui se passe en ce moment est le résultat d'une politique. Bien sûr qu'il y a des conséquences dont nous pâtissons tous, et pas seulement les Roms, c'est-à-dire qu'effectivement, les pouvoirs publics ensuite peuvent dire « mais c'est terrible, nettoyer ce camp après leur départ, ça a coûté très cher ». Ben oui, mais c'est parce que, effectivement, si vous laissez s'accumuler des ordures, si vous laissez les rats envahir, si vous laissez, etc., il y aura du travail ensuite pour rétablir l'état des lieux. Donc pourquoi l'Europe laisse-t-elle faire? On a fait une hypothèse dans le livre que je vous soumets, c'est que cette politique, très clairement, elle ne sert à rien. Persécuter 18 000 personnes, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas ça qui va faire remonter l'économie française, par exemple. Mais en revanche, eh bien, ça veut dire que cette politique de la race, elle a un sens dans l'Europe néolibérale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Europe néolibérale, elle repose sur quoi? Sur l'idée centrale pour le néolibéralisme que ce qui compte, c'est la valeur. Et la valeur au sens économique. Quelle est la valeur des Roms? Eh bien, ce qu'on nous explique constamment, c'est qu'ils ne valent rien. Ce sont des vauriens, nous dit-on. Des vauriens, pourquoi? Eh bien, parce que, nous dit-on, ils mendient. La mendicité, économiquement, c'est rien. Il y a des sociologues qui ont essayé de mesurer ça en Suisse, les revenus, parce qu'il y a des fantasmes parfois sur l'idée que la mendicité, c'est une formidable affaire. On se demande d'ailleurs pourquoi la plupart d'entre nous ne choisissons pas cette activité si elle est si bien rémunérée. Eh bien, ce qu'on nous explique ne correspond pas à la réalité, puisqu'en fait, le total, quand on regarde précisément, sur quelque temps, en mesurant, etc., eh ben, c'est pas grand-chose. Donc la mendicité, économiquement, ça vaut pas grand-chose. Lorsque on nous dit que les Roms volent, on nous dit que ce sont des voleurs de poules. Autrement dit, on nous dit qu'ils ne volent pas grand-chose. C'est-à-dire que même quand ils volent, ça ne vaut pas grand-chose économiquement. Quand ils font du commerce, c'est-à-dire quand ils revendent de la ferraille ou quand ils revendent des vieux vêtements, ça ne vaut pas grand-chose. Donc on est un peu en dehors de la valeur.
on est dans un monde de vaut-rien. Donc, dans le monde néolibéral qui est le nôtre, les Roms, c'est ceux qui ne valent rien, qui sont un peu le degré zéro de la valeur. C'est à ça qu'ils servent. Et c'est à ça que sert la politique de la race. Cette politique de la race à l'endroit des Roms, elle dit à tout le monde, au moins, vous n'êtes pas des Roms. Ce qui explique pourquoi le rejet racial, le rejet racialisé des Roms, il touche non pas seulement, bien sûr, les populations blanches, majoritaires, si vous voulez, mais il touche aussi les populations minoritaires. Dans notre livre, par exemple, nous racontons comment un immigré venu du Maroc dit « Ah bah quand même, chez nous, au Maroc, c'est pas comme ça, hein, par comparaison avec les Roms. » Donc les Roms, c'est un peu le repoussoir. De même, je vous le disais tout à l'heure, que les gens du voyage eux-mêmes, bien qu'à certains égards, ils appartiennent à une même culture, disent « Ah non, nous, on n'a rien à voir. » Ça, c'est une racialisation qui est très familière dans l'histoire de l'immigration. C'est ce que certains Arabes ont pu dire par rapport aux Arabes qui arrivaient après eux. C'est ce que certains Juifs ont pu dire par rapport à des Juifs qui arrivaient après eux, etc., etc. Ce sont des mécanismes qui font qu'on referme la porte derrière soi. Et on en a eu l'illustration la plus violente et la plus tragique lorsque l'année dernière, à Pierrefitte, Darius, c'est ainsi qu'on l'a appelé, a été lynché et retrouvé ensuite dans un caddie. Un caddie, bien sûr, c'est un peu une illustration de ce que je vous disais sur la valeur. Il ne vaut rien, on le laisse juste dans un caddie, c'est-à-dire dans quelque chose qui sert normalement à la consommation. Mais on le retrouve quasi mort dans ce caddie, et la seule suggestion que donne ensuite la police, c'est que ceux qui l'ont tué, enfin, qui l'ont lynché et qui l'ont donc violemment battu après avoir demandé une rançon, etc., étaient noirs. Alors, certains disent, vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de racisme. Mais pourquoi les Noirs ne seraient-ils pas racistes? Je ne veux pas dire que les Noirs soient forcément racistes, mais de ce point de vue-là, la question du racisme, elle n'est pas inscrite dans la couleur de peau. Elle est inscrite dans des logiques. Et ces logiques ici, ce sont celles d'une politique de la race qui fait qu'on peut toujours se dire tous, quoi que nous soyons, on peut se dire quand même, je vaux mieux que. Et c'est à ça que servent aujourd'hui les Roms pour l'ensemble des populations françaises, pour des ouvriers blancs, mais aussi pour d'autres qui ne sont pas blancs. Eh bien, ça permet de se dire, par comparaison quand même, je vaux mieux, moi je vaux quelque chose. Et donc le rejet des Roms, il est fondé là-dessus. Donc ce que nous suggérons, comme hypothèse, c'est que bien sûr, quand on nous dit « les Roms ne valent rien », ça veut dire qu'ils sont du côté du déchet. La preuve, toute cette politique des ordures que je vous ai rappelé tout à l'heure, on les laisse avec les ordures. On les traite comme des déchets. Et d'ailleurs, très souvent, on les installe, on les repousse à côté de décharges publiques. Donc la logique économique, c'est le déchet, ça ne vaut rien. Mais la logique politique, ce qui est très différent, c'est qu'ils servent à quelque chose. Ils servent à être rejetés. C'est que par comparaison, nous sommes tous du bon côté. Donc ils ont une utilité politique. Ils ne valent pas rien du tout politiquement, au contraire, ils ont beaucoup de valeur et c'est bien pourquoi on en parle beaucoup. Et c'est bien pourquoi on vous donne l'impression que votre problème principal, c'est peut-être qu'il y a des Roms en France, alors même qu'il s'agit d'une poignée de gens par rapport à la population générale. Donc je vais m'arrêter là pour que, si vous le souhaitez, on puisse discuter. Et y compris, j'ai laissé de côté certains aspects, et on peut en parler dans le cours de la discussion, sur cette catégorie de riverains et le rôle qu'elle joue dans le discours politique, mais je voulais mettre l'accent sur ces différents éléments. Et en vous renouvelant mes excuses pour le retard au démarrage, je vais essayer de ne pas être en retard pour m'arrêter. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tous ces mécanismes et les raisons pour lesquelles une population peut être volontairement marginalisée. Mais moi, j'ai une première... Enfin, excusez-moi les autres. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que peut-on faire pour arrêter ? D'abord, c'est pas simple, mais il y a d'abord déjà des gens qui font. Il y a pas mal de gens qui font. Parce que, alors,
je vais répondre un tout petit peu longuement, mais pour préciser ce que je disais sur la catégorie de riverains. On entend tout le temps que les riverains sont exaspérés. C'est une sorte d'épithète homérique, c'est-à-dire toujours attaché au mot de riverain. Les riverains seraient exaspérés par la présence des Roms. Ben ça, quand on y regarde de plus près, ce que nous avons fait, c'est un peu plus compliqué. Parce que, en fait, les riverains qui protestent contre la présence des Roms, ils n'habitent pas toujours à côté. Autrement dit, ce n'est pas toujours des riverains. Parfois, ils viennent d'une commune voisine et ils ont été mobilisés par un parti politique, ou bien ils ont été mobilisés par une équipe municipale, ou etc. Premièrement. Donc, moi, par exemple, j'avais interviewé un riverain exaspéré au sortir d'un bidonville Rome, qui me dit, en présumant, puisque j'avais pas une tête de Rome, ou du moins le pensait-il, sans doute à juste titre, il m'avait dit, bon, vous allez faire quelque chose pour nous débarrasser de ce camp. Et je lui avais donc demandé en quoi ça le gênait, parce que je voyais qu'il rentrait de la salle de sport qui était juste à côté, où il allait faire de la musculation. Et il venait régulièrement dans cette salle de sport, mais il habitait quelques kilomètres plus loin, dans une autre commune. Et il disait que quand il venait faire du sport, il était gêné par les odeurs. Alors je me suis dit qu'effectivement, peut-être, mais il a ajouté les odeurs de barbecue. En banlieue parisienne, une odeur de barbecue, d'ordinaire, est plutôt bien vue. Et comme il voyait que je m'apitoyais très peu sur la souffrance du sportif qui renifle des odeurs de barbecue, il m'a ajouté, oui, mais ils font brûler du plastique. Je lui ai dit, oui, mais vous êtes dans une salle de sport. Il me dit, ah oui, mais l'été, on laisse les fenêtres ouvertes. Donc vous voyez, la nuisance n'était pas immédiate. En revanche, lorsque on se demande, mais comment se fait-il que ces gens qui sont très pauvres, qui ont vraiment une vie très difficile, survivent quand même? Moi, j'y vois deux raisons. La première, c'est qu'ils viennent en famille. Ils ne sont pas isolés. Et donc, c'est quelque chose qui est souvent reproché aux Roms, en quelque sorte, d'avoir une sorte de collectivité, de communauté, mais c'est ce qui leur permet de ne pas se désagréger totalement dans des conditions extrêmement difficiles. Mais il y a une deuxième raison, c'est que quand même, ils sont soutenus par des voisins. Il y a beaucoup de militants en France qui investissent énormément de temps et d'argent et d'engagement dans le soutien aux populations roms. En fait, on le voit dans beaucoup d'endroits, il y a des associations qui se créent, et ce qui est très intéressant, c'est que les associations qui se créent, ce ne sont pas forcément des émanations des grandes associations nationales, comme c'est le cas lorsqu'on parle d'immigration. Lorsqu'on parle d'immigration, on va avoir la CIMAD, on va avoir, etc. Là, on a plutôt des collectifs locaux, qui portent souvent le nom de la ville, voire le nom du département. Mais le plus souvent, c'est très très local. Autrement dit, les riverains, en l'occurrence, ils soutiennent les Roms. Donc, ça existe déjà et ça permet déjà une certaine survie pour ces populations roms. Mais ça ne suffit pas. Pour ma part, je crois qu'il est important de montrer que c'est une politique, c'est-à-dire de rendre visible ce qu'on ne veut pas entendre. Je suis très frappé pour ma part, je vous le disais, on a publié notre ouvrage il y a un peu plus d'un an. Les médias en ont peu parlé relativement, et je le dis y compris par rapport à d'autres travaux que je peux produire sur d'autres sujets, donc je considère que ça doit tenir au sujet. Les médias en ont peu parlé. En revanche, nous avons été sollicités un peu partout en France et au-delà de la France pour en parler, en particulier par des associations, par des librairies, ou bien comme ce soir, etc. Donc, en fait, depuis plus d'un an, nous avons eu l'occasion, parfois moi, parfois d'autres auteurs, parfois ensemble, parfois, etc., nous avons eu l'occasion d'en parler peut-être une fois par semaine. Ce qui ne m'est jamais arrivé dans mes différentes publications. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une demande sociale. C'est un peu flou comme terme, mais ça veut dire que la demande médiatique ne correspond, ou l'absence de demande médiatique ne reflète pas une absence de demande sociale.
Et lorsque j'ai par exemple réussi à convaincre dans les médias, dans certains cas, d'en parler, y compris en ma présence, eh bien, il y avait plutôt de bonnes audiences. Autrement dit, il n'y a pas un désintérêt social pour cette question. Au contraire, je crois que beaucoup de gens s'y intéressent. Soit parce qu'ils se disent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, soit parce qu'ils sont scandalisés par ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que le plus important, c'est de repolitiser cette question, c'est-à-dire de montrer que c'est une question politique. Que le problème n'est pas seulement, même s'il est aussi, d'être humain, il n'est pas seulement d'être généreux, il n'est pas seulement de faire preuve de compassion pour des malheureux, mais de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire aussi qu'est-ce que cette politique nous fait à tous. C'est-à-dire que la racialisation de la société que j'ai rappelée, et dont les Roms sont les premières victimes, elle ne concerne pas seulement les Roms, elle concerne la société dans son ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, ceux qu'on peut appeler les racisés, c'est-à-dire ceux qui sont assignés à des identités raciales négatives, pourrait-on dire, péjoratives, minorées, eh bien, ce n'est pas seulement les Roms, il y a d'autres catégories de la population, mais même ceux d'entre nous, ce qui est mon cas, qui peuvent se dire « Oh, je suis tranquille, je suis blanc. C'est pas moi qu'on va embêter. C'est pas moi qu'on va chasser. C'est pas moi qu'on va contrôler de manière systématique dans le métro, etc. » Eh bien, même ceux-là, ils y perdent quand même au moins une chose, c'est qu'ils sont, et je suis, amenés à me définir de plus en plus comme blanc. Et ça, c'est très coûteux. C'est très coûteux parce qu'on peut avoir un autre but dans la vie que de devenir blanc. On peut avoir une autre conception de ce que c'est que la vie en société, même si on a les privilèges qui sont attachés à cette position. On peut se dire qu'on aimerait mieux vivre dans une société qui fonctionne autrement. Donc la question n'est pas simplement de faire plaisir aux Roms ou à d'autres minorités victimes de racisme et de discrimination, mais de se dire que même dans mon propre intérêt, moi je suis ici ce soir, dans mon propre intérêt aussi, parce que cette question m'importe, non pas par générosité, mais parce que je n'ai pas envie de vivre dans un monde qui fonctionne comme ça. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au public. Bonjour monsieur. Je me demandais pourquoi il y a 40 ans, la situation était totalement différente. Moi, j'habite Montreuil et je suis arrivée à Montreuil. Il y avait déjà des Roms il y a 40 ans. Et bon, on les voyait, mais on entend, il n'y avait aucune tension comme il peut y avoir maintenant. Pourquoi il y a pas il y a 40 ans? La situation était différente il y a 40 ans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je ne connais pas dans le cas de Montreuil, mais je le dirai de manière plus générale. Je le redirai dans mes termes, hein, et à partir de la grille de lecture que je vous ai proposée, c'est que c'est justement l'effet de politique. C'est-à-dire, c'est pas parce que les Roms sont différents, c'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est pas, etc., parce que ça, c'est pas nouveau. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup, puisqu'il n'y en a pas tant que ça. Le chiffre est à peu près constant depuis un certain nombre d'années. Encore une fois, ça dépend aussi de qui on parle exactement, et c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ce n'est pas pour des raisons objectives. Si vous regardez, par exemple, dans notre livre, à la fin, on a fait une chronologie du pire. C'est un peu l'équivalent inversé de ce qu'on qualifie avec un anglicisme de best-of. Et c'est des citations qui commencent, en gros, en 2010, de tous ces dérapages dont nous montrons bien et dont nous avions également montré avec cette France-là, qui ne sont pas des dérapages, qu'ils constituent plutôt un glissement de terrain. Parce que dérapage sous-entend qu'on ne l'a pas voulu, alors qu'en fait, le terrain est entièrement recomposé, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire que la réalité n'est plus la même. C'est les mêmes, mais c'est plus pareil. Ce qui est très frappant, c'est que c'est une accélération sans fin. Que quand on relit le discours de Grenoble, on se dit que c'était très modéré par rapport à tout ce qui a suivi. L'une des raisons pour lesquelles
je crois, les choses s'aggravent, c'est qu'il n'y a plus d'obstacles. Lorsque l'Europe protestait, l'Europe était un rempart, normalement. Elle ne l'est plus. Lorsque c'était la droite qui était au pouvoir, le Parti socialiste apparaissait comme un rempart. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc où sont les remparts en la matière? Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut bien voir de la responsabilité politique dans la définition du monde dans lequel nous vivons. Lorsque vous voyez que, par exemple, le maire d'une commune qui a dit Hitler n'en a pas tué assez à propos des gens du voyage a été condamné à une amende, c'est-à-dire l'apologie de crime pour l'humanité, c'est une amende. Quand vous voyez le prix de l'apologie du terrorisme récemment, ça vous dit l'importance relative qu'on accorde aux choses. Lorsque vous voyez que, par exemple, vous rappelez peut-être ce fait divers, place de la République à Paris, des Roms s'étaient plaints d'avoir été victimes d'agressions avec un produit corrosif qui avait attaqué leur matelas et un peu leur peau, etc. Un homme avait été arrêté, qui avait été présenté en gros comme un bobo, ancien, enfin cadre important, etc., un type bien, mais qui a dit qu'il avait juste voulu nettoyer son trottoir où il y avait des Roms, et donc il leur achetait ces produits. Il a reconnu les faits, même s'il a contesté le détail, il a été relaxé. Lorsque vous entendez qu'il y a, je vous rappelais tout à l'heure l'incendie qui avait eu lieu à Lyon, et qui a donné la mort à 3 personnes. Il y a régulièrement des incendies dans les bidonvilles roms. Si vous écoutez les informations, à ce moment-là, si vous entendez qu'il y a eu un incendie, vous n'entendrez jamais une enquête a été ouverte. Alors que pour n'importe quel autre incendie, vous entendez toujours une enquête a été ouverte. Là, jamais. Tout de suite, vous entendez l'explication, c'est parce qu'ils ont laissé traîner une bougie, ou bien parce qu'ils ont détourné l'électricité, etc. C'est-à-dire que, de manière absolument remarquable, les enquêtes sont résolues avant d'avoir été faites, et on sait toujours que c'est de leur faute. Pourtant, il y avait eu un cas à Marseille, un début d'incendie, accompagnant le fait de chasser des Roms. Les personnes qui étaient à l'origine de cet incendie témoignaient à visage découvert à la télévision. Je n'ai pas revérifié tout récemment, mais leurs vidéos sont visibles. Aucun n'a jamais été inquiété. Je vous disais tout à l'heure pour l'affaire Darius à Pierrefitte. C'est très frappant parce que les policiers, manifestement, savent très bien de qui il s'agit. Parce qu'ils savent de quelle maison c'est parti. S'ils peuvent affirmer qu'ils sont noirs, ça doit quand même être qu'ils ont des informations sur eux, etc. Donc, ça paraît à peu près certain qu'ils savent. Or, premièrement, aucune personne n'a été mise en examen. Aucune. Deuxièmement, aucune personne n'a été même mise en garde à vue. Et troisièmement, l'information judiciaire, j'ai un doute au moment de le dire sur le terme, enfin je crois que c'est l'information judiciaire, n'a été ouverte que 2 semaines après les faits, alors qu'elle est censée l'être tout de suite. Mais évidemment, 2 semaines après les faits, vous avez un peu moins de chances de trouver des éléments. Donc, pour ma part, je prends cet exemple parce qu'il me paraît révélateur. En France aujourd'hui, il est relativement rare que la police et la justice ne fassent rien lorsqu'elle sait exactement qui sont les responsables d'un crime violent et qu'en plus ils sont noirs. Il n'y a pas de répugnance particulière pour mettre en garde à vue des noirs en France. Donc comment se fait-il que là, d'un seul coup, ils aient toujours le bénéfice du doute? Eh bien, parce que c'était contre un Rom. D'un seul coup, il y avait une vigilance extrême pour ne pas risquer de faire preuve de racisme à l'égard des
responsables de cette violence. Ça, c'est très frappant parce que, encore une fois, c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Donc, ce statut d'exception qui est accordé aux populations roms, ça a des effets bien réels. C'est-à-dire qu'à force, on sait qu'on peut faire tout ça. Donc, on constitue les Roms en des autres que personne ne défend. Regardez aujourd'hui en France, quand on est raciste, en général, on dit « je ne suis pas raciste ». À propos des Roms, vous n'entendez pas les gens protester en disant « je ne suis pas raciste ». Les gens vont dire « je ne suis pas raciste », sauf avec les Roms. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire « bon, j'aime pas, admettons, les musulmans ». Et on va dire « mais ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste parce que je crois beaucoup à l'égalité entre les hommes et les femmes ». Mais pour les Roms, vous n'entendez jamais dire si je les aime pas, c'est parce que, je sais pas, ils sont homophobes ou sexistes ou je ne sais quoi. Vous n'entendez jamais dire ça. Il n'y a jamais de justification pour ne pas les aimer. C'est toujours, je les aime pas parce que je les aime pas, parce qu'ils sont sales, parce que ce sont des voleurs, parce que, etc. Donc le fait qu'il n'y ait aucun frein, aucune euphémisation, mais aussi qu'il y ait une instrumentalisation, je le redis, enfin, par rapport au fait qu'il n'y ait aucun risque, encore une fois, le fait qu'on puisse, lorsque Manuel Valls a été nommé Premier ministre, on a appris en même temps qu'il y avait une plainte portée contre lui pour incitation à la haine raciale. Il n'y a pas eu de dépêche AFP. Ça veut bien dire que ça ne compte pas. En revanche, il y a eu une dépêche AFP pour dire que finalement, les poursuites étaient abandonnées. Enfin, qu'elles étaient rejetées par la justice. Donc ça dit quand même l'importance relative qu'on attache aux choses. Et ça a des effets. Donc les choix politiques finissent par avoir des conséquences. À supposer que l'attitude des riverains redevienne correcte vis-à-vis des Roms, à supposer que la politique des municipalités et du gouvernement également redevienne correcte et même bonne, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la situation des 18 000 Roms qui sont dans des bidonvilles? Qu'est-ce qu'on peut espérer comme situation pour eux au bout d'un certain nombre d'années? On a des éléments pour l'imaginer, c'est que ce n'est pas la première fois qu'en France il y a des bidonvilles. C'est une des raisons pour lesquelles, vous l'avez peut-être remarqué depuis tout à l'heure, je dis tout le temps bidonville. Je ne dis pas quand parce que, même si j'apprécie le titre dans le camp des nomades qui joue sur un parti pris que je revendique pleinement, mais en même temps, le terme de camp peut donner l'impression que c'est juste du camping en quelque sorte, c'est-à-dire du nomadisme, c'est-à-dire qu'ils ne font que passer. Bidonville, ça suggère autre chose, ça participe d'une politique de la ville, et encore une fois, il y a une longue histoire du bidonville, y compris, j'ai été amené à parler de ce sujet à Nanterre, où il y avait des tensions entre les populations locales et les populations roms, mais les populations locales étaient souvent des populations d'origine maghrébine, et en particulier algérienne, qui avaient des rapports avec l'histoire du bidonville de Nanterre. Donc le local peut prendre des significations différentes. Je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas locaux, bien sûr, mais je veux dire qu'on voit bien combien la souche, entre guillemets, prend un sens différent selon les contextes. Donc, qu'est-ce qui se passerait si, et encore une fois, à mon sens, ce ne sont pas tellement les riverains le problème, puisque beaucoup de riverains les aident. Pas tous, hein. Beaucoup de riverains s'en fichent. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres soucis dans la vie que d'être préoccupés, parce que, pas loin, il y en a des plus pauvres. Mais une partie d'entre eux, effectivement, sont exaspérés, mais souvent selon une logique politique, de même que ceux qui, au contraire, les soutiennent, c'est souvent selon une logique politique, voilà, de part et d'autre. Mais admettons qu'on arrête de persécuter les Roms, pour le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passerait? Ben, il se passerait ce qui se passe pour d'autres populations. C'est-à-dire que petit à petit, si les gosses vont à l'école, eh ben, ils sauront parler français et ils se débrouilleront comme les autres, parce que déjà, s'ils ont survécu à tout ça, c'est qu'ils, manifestement, ils s'accrochent bien. Donc, enfin, je ne peux pas savoir, bien sûr, mais il n'y a pas de raison de penser que ce serait si différent. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrête pas de nous expliquer, c'était mon point de départ, c'est qu'ils sont radicalement différents, d'une culture radicalement différente, et que c'est pour ça. Moi, ce que je suggère, c'est que pour avoir rencontré finalement pas mal de gens, Roms, c'est des gens. Donc, ils ne sont pas si différents.
Et donc, s'ils sont traités un peu comme tout le monde, eh ben, ils seront un peu comme tout le monde. Donc, par exemple, si leurs gosses vont à l'école, leurs gosses parleront bien français. Et s'ils parlent bien français, eh ben, pour une partie d'entre eux, ils auront des boulots corrects. Mais en même temps, comme ils viennent de milieux très pauvres, eh ben, sans doute, dans un contexte qui est celui qu'on connaît en France, la plupart d'entre eux ne seront pas très riches. Mais en tout cas, ils ne seront pas voués au bidonville éternel. Ils n'ont pas vocation à vivre en bidonville. Ben, c'est ce qui se passe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart, quand je vous disais 400 000, encore une fois, je ne sais pas si ce chiffre, personne ne sait exactement d'où viennent ces chiffres, etc. Bon. Mais il y a beaucoup de gens en France qui pourraient être qualifiés de Roms et qui ne sont d'ordinaire pas qualifiés de Roms. Parce qu'ils sont français et parce qu'ils ne vivent pas dans les bidonvilles et parce que, etc. Donc, est-ce qu'ils sont intégrés? Ça dépend de ce qu'on appelle intégrés. C'est-à-dire qu'une part d'entre eux peuvent, au moins dans leur vie familiale, privée, revendiquer l'importance de ces liens, qui peuvent être des liens familiaux, qui peuvent être des liens avec leur passé en Roumanie ou je ne sais où, mais aussi avec la langue, etc. Donc il peut y avoir la revendication que c'est un héritage qui fait partie de leur vie, ou pas. Mais comme tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, des Maghrébins en France peuvent plus ou moins avoir envie de mobiliser leur histoire dans leur manière de s'identifier. Mais ça n'empêche pas que par ailleurs, ce qui va être déterminant, c'est premièrement, est-ce qu'ils ont fait des bonnes études? Deuxièmement, est-ce que quand ils ont postulé pour un emploi, ils se sont bien débrouillés? Mais aussi, est-ce qu'on leur a pas barré la route et des choses comme ça? Bon. Donc des choses que nous connaissons bien, enfin, qui sont familières dans notre société. Je crois que on peut faire l'hypothèse que ce n'est pas très différent des autres. C'est-à-dire, ce sont des gens pauvres qui subissent des discriminations. Ce qu'on fait actuellement, c'est que l'État leur rajoute des obstacles à chaque pas. On marche mieux quand on ne doit pas enjamber toutes les 30 secondes des obstacles. Donc, en tout cas, ça irait mieux. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, je pense que la rationalité économique de l'État français dans la gestion des Roms est désastreuse. Il est plus coûteux de maltraiter les gens que de les traiter correctement. Enfin, plus coûteux pas seulement pour eux, mais même pour nous. Bonsoir. Si j'ai bien compris, avec la conclusion de votre conférence, la politique de l'État français, enfin la politique du gouvernement, consisterait à essayer de détourner les Français des vrais problèmes politiques éventuellement, ou de les atténuer leur vision sur ces problèmes en stigmatisant les Roms. Bon, c'est une hypothèse qui peut être reçue ou combattue. Ceci dit, en Roumanie, un peuple qui, j'imagine, parle la même langue que tous les autres, a la même religion que les autres Roumains, qu'est-ce qui les différencie des Roumains, de tous les Roumains, et quel serait, aux yeux du gouvernement roumain, l'intérêt de les stigmatiser? Et si je remonte au temps du communisme, où normalement tout le monde était égal, où le communisme reniait tous les problèmes qui existaient, enfin il y avait la propagande, je ne vois pas à l'époque du communisme quelle raison le gouvernement aurait pu invoquer pour stigmatiser une population qui me semble était stigmatisée aussi du temps du communisme. Alors d'où vient vraiment ce problème des Roms, même en Roumanie? Premièrement, sur le côté français, ce que je disais n'était pas uniquement que c'était une manœuvre de diversion, même si ça peut l'être aussi, ou une manière de monter les uns contre les autres, ça l'est aussi, mais je suggérais que ça avait une fonction précise, c'est-à-dire d'emblème de ce qui ne vaut rien et par rapport à quoi nous valons quelque chose. Ce qui n'est pas exactement pareil que de faire penser à autre chose, c'est-à-dire que et c'est une petite distinction, mais qui importe à mes yeux.
dans certains cas, on peut se dire, on nous parle des Roms pour ne pas nous parler d'économie, par exemple. Ce que je suggère, c'est que c'est une manière de nous parler d'économie aussi. Une manière de nous parler de la question de la valeur, etc. Mais bon. Mais par ailleurs, ça a une fonction politique, en tout cas. Côté roumain, je serais prudent, parce que je connais mal. Mais je vais quand même essayer de répondre, mais je vous demande de prendre avec encore plus de circonspection ce que je vous raconte que le reste. Premièrement, je crois que le traitement des populations roms était moins mauvais sous le régime communiste, c'est-à-dire qu'il y a un effet du délabrement de la société qui fait que la question des boucs émissaires se pose plus fortement, etc. Enfin, les migrations importantes, ça ne veut pas dire que tout allait bien avant, hein, bien sûr, enfin, ça, on sait bien, mais que quand même la conversion a été très brutale, toutes ces périodes de transition ont été très brutales. Donc la recherche de boucs émissaires n'est pas du tout absente. Je crois que, par ailleurs, les régimes communistes n'ont pas toujours refusé d'utiliser des boucs émissaires raciaux, y compris l'antisémitisme a pu jouer un rôle dans des purges, etc. Donc il ne faut pas... Enfin, tous les régimes sont susceptibles d'instrumentaliser le racisme ou de l'attiser, ou etc. Donc, mais il y a des différences culturelles en Roumanie entre les Roms et les autres, et entre autres des différences de langue. Mais ces différences, elles se cristallisent par l'histoire d'une persécution. C'est un petit peu comme l'histoire des Juifs dans certains pays. On peut se dire, bah, quand même, ils sont comme les autres. Oui, sauf que si on traite les gens différemment, au bout d'un moment, ça crée des différences. Si on interdit certains métiers, si on parque dans certains endroits, etc., si on crée des ghettos, eh bien forcément, effectivement, ça crée des différences. Donc ça ne veut pas dire forcément que tout le monde est pareil et qu'on va décider d'isoler certains. C'est que en fait, les gens ne sont jamais pareils parce qu'il y a déjà une histoire, que ça s'appuie. Enfin, la persécution des Roms n'est pas nouvelle. Elle n'a pas commencé il y a 15 ans. Elle prend un nouveau tour aujourd'hui. Mais il y a une très longue histoire depuis la Renaissance de persécution des populations roms, inégales selon les pays. Et je serai prudent, encore une fois, parce que je ne connais pas suffisamment bien l'histoire pour répondre davantage. Bonsoir. J'aurais souhaité savoir, en fait, j'ai deux questions. La première, ne pensez-vous pas que la question Rome, la situation de discrimination, de persécution des Roms, ne révèle-t-elle pas une certaine politique qui rendrait relative la vie de certains par rapport à la vie d'autres personnes, c'est-à-dire que toutes les vies ne se valent pas. Il y en a pour qui l'éducation a moins d'importance, la santé aussi, voilà. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, avez-vous été sollicité par des associations militantes ou des organisations non gouvernementales roumaines pour apporter un éclairage? Alors sur peut-être la deuxième question d'abord, parce que la réponse sera plus brève, non, mais d'autres le sont, et en particulier parce qu'il y a des gens qui travaillent, ce qui n'est pas mon cas, qui ont travaillé en Roumanie. Par exemple Martin Oliveira, qui a écrit sur les populations roms, et qui donc voilà, a une connaissance que je n'ai pas de ce côté-là. Enfin, et pour le dire aussi, enfin, y compris par rapport à votre question précédente où je disais ma prudence, j'ai pas pris le temps de le dire au début, mais je ne prétends pas être un spécialiste des Roms. En revanche, je prétends travailler sur le traitement des populations roms, pas en France et plus largement en Europe. Donc, mais par exemple, j'ai quand même eu l'occasion de parler de tout ça en Hongrie, ou bien dans d'autres pays, etc. Je crois que sur ces questions-là, et on a eu des contacts aussi. Enfin, j'ai participé à quelque chose avec
la décennie pour l'inclusion des Roms, qui est européenne, etc. Bon, je ne prétends pas être la personne du monde la plus compétente, la plus experte sur le sujet, mais bon, il y a quand même des contacts, parce que sur ces questions-là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un nombre infini de gens, en particulier en France. Ce qui est quand même très frappant, c'est que le nombre de voix qui acceptent de se faire entendre sur ce sujet n'est pas très grand. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y avait ce week-end à Saint-Denis, devant la basilique, insurrection gitane, donc 2 jours autour de ces questions. Au bout d'un moment, on a un peu l'impression de connaître tout le monde. Enfin, du côté des personnes qui prennent la parole, qui essaient de dire des choses, etc. Et alors même que, je le redis, je ne suis pas un expert sur les Roms. Donc voilà, il est difficile de... Enfin, c'est pas un sujet très porteur. Sur la première question, oui, tout à fait, bien sûr, c'est la question de la valeur. Les vauriens, c'est ceux dont la vie ne vaut pas grand-chose. Alors, ce que nous proposons comme analyse, je le disais tout à l'heure très rapidement, je n'ai pas voulu me lancer dans des choses trop abstraites, mais le long chapitre sur la question Rome que j'ai écrit se termine sur une analyse, disons, plus théorique, en partant de texte célèbre de Michel Foucault, le philosophe, qui a forgé un concept très influent qui est celui de biopolitique. La biopolitique, c'est le fait que nous vivons depuis, en particulier le XVIIIe siècle, dans des sociétés qui prennent le vivant pour objet politique par excellence. Et ça change la conception du pouvoir, puisque la conception traditionnelle, pourrait-on dire, du pouvoir, c'est fondé sur le modèle de la souveraineté, c'est-à-dire le modèle du roi. Le roi qui possède le pouvoir, et ce pouvoir, c'est traditionnellement, dans la souveraineté, le pouvoir de faire mourir. Quant à la manière dont les gens vivent, traditionnellement, le pouvoir souverain ne s'en soucie guère. On laisse vivre. Donc on fait mourir et on laisse vivre. Ça, c'est la souveraineté traditionnelle. Ce que dit Foucault, c'est que le pouvoir moderne, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, on fait vivre, on organise la vie des gens avec le contrôle des corps, avec le contrôle des populations, etc. Mais on laisse mourir. La mort est en quelque sorte pas la préoccupation principale des États modernes et des pouvoirs modernes. Sauf, dit Foucault, dans des textes, et en particulier dans des cours qui ont été publiés ces cours au Collège de France qui ont été publiés tardivement, sauf qu'il y a un moment où l'État moderne se mêle de faire mourir, c'est la race. Et bien sûr, ce qu'il a en tête, et il le dit explicitement, c'est les camps nazis. Donc une biopolitique, c'est-à-dire une politique du vivant, qui est bien sûr une politique de l'extermination, de la mort, etc. Bon. Le problème, non pas chez Foucault, mais quand on essaie d'utiliser ce genre d'analyse pour penser ce qui se passe aujourd'hui autour des populations roms, c'est que il est tentant de se dire, bah oui, ces camps, justement, on parle de camps. Donc là aussi, on pense à d'autres camps. Et donc le spectre du nazisme, il n'est pas loin. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que je ne traduisais pas self-deportation par autodéportation, mais par auto-expulsion, pour ne pas mobiliser ce spectre à ce propos-là. Et d'ailleurs, à mon sens, il est politiquement contre-productif de mobiliser ce spectre, puisqu'il est utilisé par exemple par le fait que Arnaud Klarsfeld, lorsqu'il était chargé de l'office de l'immigration par Nicolas Sarkozy, avait dit mais enfin quand même, on ne les emmène pas à Auschwitz. Ce dont je tiens à dire que c'est vrai. Ce qui est très rassurant pour nous toutes et nous tous. Et évidemment, lorsque Arnaud Klarsfeld disait cela, c'était aussi le fils de Serge et Beate Klarsfeld, c'est-à-dire de quelqu'un qui pouvait légitimement invoquer cette histoire. Et lorsqu'il disait c'est pas la Shoah, eh bien effectivement c'est pas la Shoah. Du coup, on voit bien que réveiller ce spectre, enfin pardon de me répéter, ça peut être contre-productif parce qu'on se dit oh puisqu'on les emmène pas à Auschwitz, ça va. Donc le danger de dire qu'on serait dans des politiques comme celle des camps, c'est que ça donne l'impression de dramatiser à l'extrême et que donc, par contraste, on va dire « il ne faut pas dramatiser ».
Pour ma part, donc, ce que je proposais, c'était l'idée qu'il se joue en ce moment autour des populations roms quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est ce que je propose d'appeler une biopolitique néolibérale de la race. Précisément, rendre la vie invivable, c'est ça. C'est ne pas faire mourir sans pour autant laisser vivre. Ça, c'est une modalité particulière. On n'est pas dans des logiques d'extermination. Mais ça ne veut pas dire qu'on laisse vivre les gens. Mais on ne les fait pas mourir. Donc c'est dans cet entre-deux qu'il y a aujourd'hui quelque chose d'expérimental. Ce qu'on fait pour les Roms est un peu expérimental. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui se passe à Calais est un peu du même ordre. Ce sont deux modalités de laboratoire de ce que peut être une biopolitique néolibérale de la race, c'est-à-dire de traiter des êtres humains, c'est la définition que je donnais tout à l'heure, à laquelle je suis arrivé au bout d'un certain temps, traiter des êtres humains de manière inhumaine sans pour autant se sentir soi-même inhumain. Calais, aujourd'hui, c'est une jungle d'État. C'est-à-dire qu'on a installé sur une décharge publique, sur une ancienne décharge publique, des gens, et on bâtit, on érige un barbelé de 4 mètres de haut à côté. Là, il y a 3 mains qui se lèvent parce qu'il y a un candidat devant moi, 4 mains. Je vais être plus bref. Vous pouvez encore prendre 2 ou 3 questions. Tout à fait. Oui, d'accord. Je vais être plus bref. Merci monsieur de répondre à ma question. Je voulais d'abord vous remercier pour la limpidité de votre intervention. Je suis cadre de vie scolaire. Je travaille actuellement sur un thème autour de l'exclusion avec des élèves de seconde dans un lycée technique. Vous avez très bien dit tout à l'heure que lorsqu'on parlait d'exclusion sur des populations qui sont issues de l'immigration, on se heurtait souvent à l'exclusion supposée ou réelle des gens qu'on avait en face de soi et qu'ils mettaient en miroir avec l'exclusion dont sont victimes les Roms. Je ne vous cache pas que pour moi, c'était assez difficile de travailler là-dessus, dans la mesure où je ne connaissais pas du tout le problème Rome avant d'y être confronté, dans le cadre évidemment de ce qui nous avait été demandé par l'Éducation nationale au moment des affaires de janvier dernier. Ma question est plus une forme de demande de conseil. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur la question. J'ai trouvé un excellent document, en tout cas à mon sens, qui vient de la CNDH Rome Europe, qui est les Roms luttons contre les idées reçues. Il est évident que s'il y en a dans la salle, je serais ravi de les rencontrer. Ma question est la suivante, mon conseil est le suivant. Comment est-ce que vous, à la fois en tant que spécialiste, mais également en tant que pédagogue, vous aborderiez cette question-là avec des enfants de 16 ans issus de l'immigration, dont certains ont réellement le sentiment d'être exclus de la société et qui mettent leur propre exclusion en relation avec celle qu'ils ont tendance à minimiser des Roms? Merci, c'est une question très importante. Je suis sûr de ne pas avoir la bonne réponse, parce que voilà, mais je ne vais pas me dérober. Je pense que la question se pose aussi parfois, ça n'est pas la même chose, mais lorsqu'on parle d'antisémitisme. C'est-à-dire que la question de savoir quel discours on tient par rapport à des gens qui sont eux-mêmes victimes de discrimination, de racisme, etc., et qui sont susceptibles de produire des discours racistes, etc. Enfin bon. Ce qui prouve, en un sens, que ce sont des Français comme les autres, puisque le racisme n'est pas, et l'antisémitisme et la homophobie ne sont pas propres à telle ou telle catégorie de la population. Je crois qu'une des choses à faire, mais dans ma logique à moi en tout cas, c'est d'expliquer aux gens qu'il y a des mécanismes qui produisent ce qu'ils voient. Très souvent, les gens ne savent pas qu'on ne ramasse pas les ordures dans les bidonvilles. Et ils ne savent pas nécessairement non plus que normalement, légalement, on devrait le faire. Ça, je pense que c'est des choses que les gens peuvent assez facilement comprendre. Que si forcément on laisse se dégrader une situation, les riverains ne vont pas être contents. Donc j'ai tendance à penser que il peut y avoir d'autres logiques, bien sûr, et y compris
des logiques de compassion, enfin, ou de sympathie, ou d'empathie, ou etc. Enfin, de faire comprendre à des gens, ce qui sans doute n'est pas facile, hein, bien sûr, mais de dire, après tout, vous voyez bien, ce qu'on vous fait à vous, on le fait à d'autres. C'est quelque chose qu'ils peuvent peut-être comprendre. Mutatis mutandis, bien sûr, etc. Bon. Mais il y a aussi, je pense, vraiment le fait d'expliquer les mécanismes. En tout cas, dans ma forme d'intervention, moi, je considère que, bien entendu, enfin, je ne suis pas dénué d'affect, non seulement au fond de moi-même, mais même dans mon expression. Mais je me dis que la chose la plus utile que je puisse espérer faire, c'est d'expliquer des mécanismes. Et je crois qu'en un sens, c'est vrai aussi pour des élèves. Enfin, je peux me tromper, hein, enfin, mais j'ai tendance à penser que souvent, aujourd'hui, faire appel à l'intelligence des gens est une bonne chose pour tout le monde. Et que, enfin, y compris des élèves, y compris, etc. C'est-à-dire que, et y compris sur les choses difficiles. Parce que précisément, je crois que faire appel à l'intelligence des gens, c'est sortir de la... Enfin, je ne dis pas du tout que ce soit... Enfin, mais sortir de ce qui est souvent leur expérience, à savoir la posture raciste où on leur fait la morale. C'est-à-dire que le problème de faire la morale à des gens, c'est qu'on la fait rarement vers le haut. On la fait souvent vers le bas. Donc il est difficile de faire entendre la morale vers le bas. Parce que les gens se disent, c'est parce que c'est vers le bas. Enfin, je ne sais pas si je suis clair dans mes métaphores de bas et de haut, mais je crois qu'en ce moment, c'est ça une des difficultés. Et en revanche, encore une fois, je ne veux pas dire qu'il n'y ait pas de morale à faire, ou que, etc. Mais c'est difficile de la faire entendre quand des gens peuvent se dire on me prend de haut. Et donc, j'ai tendance à penser que prendre les gens par l'intelligence, c'est justement le contraire, y compris ils le reçoivent comme tel, le contraire de la condescendance. Donc je trouve que parier sur l'intelligence des gens est politiquement efficace. Enfin, c'est facile à dire, hein, et si j'ai l'occasion de venir en parler aux élèves, je pourrais tester l'échec de mon arrogance anti-condescendance. Monsieur, c'est bon pour cette question. Donc, vous savez que vous pourrez inviter Monsieur Fassin dans votre école. En fait, merci pour votre conférence, parce que le contenu était très égalitaire, en fait. Ils sont comme moi. Parce qu'en fait, moi, vous avez dit que vous devez vous justifier d'être blanc et que c'est coûteux pour vous. Et effectivement, moi, je peux énumérer mon cas. Je me dire combien de Noirs sont dans l'espace public. Et donc, combien de Noirs seront dans cette salle. Et en fait, finalement, effectivement, c'est très coûteux. Et à propos de la naissance de la biopolitique, j'ai ce livre, mais je ne savais pas quoi en faire. Parce que naissance de la biopolitique, je ne comprends pas grand-chose dedans. Mais je vais me mettre à le lire parce que c'est un bon investissement, en fait. Donc, je voulais vous remercier pour votre conférence. Merci beaucoup. Je dirais juste que... Enfin, lorsque je dis qu'il est coûteux d'avoir à s'imaginer soi-même comme blanc, je veux surtout dire que ça n'est pas forcément désirable, c'est quand même moins coûteux d'être défini du côté majoritaire que du côté minoritaire. Je ne l'oublie pas un instant. Enfin, ça n'est pas très agréable, mais comparativement, ça va. Bonsoir. En fait, vous parliez de mécanismes et je voulais savoir comment vous pouviez aborder le problème sous l'angle de la peur. Quelle peur cristallisait les Roms? Et au niveau politique, parce qu'en fait, les mesures politiques tombent dans le vide quand elles renvoient pas à des... Enfin, quand elles font pas écho à ce que l'on est pour rejeter l'autre. Et moi, j'y ai vu dans ce que vous avez dit, en tout cas, des messages forts, parce que au niveau, ce que j'y ai vu au niveau du droit, c'est que, quand on rejette ceux qui n'ont pas de toit ou qui n'ont pas de travail, parce que vous parliez de valeur, la valeur de travail, la valeur de l'individu, le message que j'y vois, c'est que, en fait, il n'y a plus de droits acquis. Et qu'en fait, et justement, on parle beaucoup de méritocratie actuellement. Et que les droits, ça se mérite. Et voilà, qu'est-ce que cristallise les Roms dans tout ça?
Deux choses par rapport à ce que vous venez de dire. Premièrement, sur les peurs. Mon argument, c'est que ces peurs ne préexistent pas à la politique. C'est-à-dire que c'est pas les gens ont peur, donc les politiques exploitent ces peurs. Les politiques produisent des goûts et des dégoûts. C'est-à-dire, y compris, encore une fois, d'un seul coup, on est prêt à dire « Ah ben eux quand même, je sais pas, ça va être les Arabes, ou ça va être les Noirs, ou etc. Eux, par comparaison, quand même, c'est mieux. » Donc, on est prêt à changer en fonction du discours politique, c'est-à-dire à tenir un discours négatif par moment sur les uns et par moment sur les autres, etc. Donc, les peurs, elles sont quand même alimentées. Par exemple, sur le thème de la contagion des maladies. Lorsqu'on nous dit constamment qu'il faut, pour des raisons de salubrité, etc., il y a aussi le fantasme, qui est parfois une réalité, des maladies. Mais évidemment, ça participe... dire qu'il peut y avoir des maladies, c'est une chose, mais comment se fait-il qu'il y ait des maladies chez les Roms ? C'est évidemment en fonction de leurs conditions... Enfin, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais c'est en fonction de leurs conditions de vie. Et donc des conditions de vie qu'on a créées. Donc d'un côté, on va dire, on va les faire vivre dans des conditions sordides, et puis ensuite, on va dire, oh d'ailleurs, ce sont des voisins dangereux, parce qu'ils peuvent être contagieux, etc. Donc sur les peurs, je crois qu'il est important de ne pas penser que les politiques arrivent après ces sentiments. Non seulement ils les attisent, mais dans certains cas, ils les créent de toutes pièces. La politique, ça invente le monde dans lequel nous vivons. Sur le deuxième point, je crois en écho à ce que vous dites, un des co-auteurs, Serge Guichard, souligne souvent qu'une des fonctions quand même de tout ça, de cette question Rome, c'est de dire, si on ne peut pas en loger 18 000, vous imaginez bien qu'on ne peut pas loger des millions de mal logés en France. C'est-à-dire qu'une des fonctions des Roms, c'est de dire, attendez, rien que ça, on ne peut pas, alors vous imaginez bien. Donc, s'ils servent de repoussoir à beaucoup de gens, y compris parmi des pauvres en France, y compris parmi des gens qui sont victimes de discrimination, etc., c'est parce que, effectivement, c'est ce qui menace beaucoup de gens aussi. C'est-à-dire tomber dans des formes de précarité. Et d'ailleurs, dans les bidonvilles, tout le monde n'est pas Rome. Par exemple, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Italie, dans certains cas, dans les bidonvilles Roms, il y a des Noirs. Alors ça veut dire quoi ? Enfin, non seulement il y a, et par exemple en France aussi, il peut y avoir des Roumains qui ne sont pas Roms, mais on va les fondre dans cette population en disant que c'est des Roms, puisque après tout ils vivent dans des bidonvilles. Mais ça veut dire qu'en gros, si un Roumain est suffisamment pauvre, il est une sorte de Rome. Mais ça peut être la même chose après pour différentes populations qui, d'une manière ou d'une autre, tombent du mauvais côté. Pour des raisons qui tiennent à l'économie, qui tiennent aux discriminations, etc., etc. Et à ce moment-là, on voit bien que c'est une menace pour tous les autres. Tous les autres qui disent « on n'est pas comme ça, nous », c'est parce qu'ils savent qu'ils n'en sont pas si loin. Ou en tout cas que la crainte que ça puisse les concerner aussi, elle existe. Donc je crois qu'effectivement, ça ne concerne pas que les Roms. Si j'utilisais le terme de laboratoire tout à l'heure, c'est bien parce que effectivement, ça peut considérer concerner tous ceux qui pourraient être considérés comme des vauriens. Vous nous avez dit que vous n'êtes pas spécialiste des Roms, donc je vous excuse par avance si jamais vous ne pouvez pas répondre à la question. Mais je me suis demandé, sociologiquement, comment éventuellement vous pourriez expliquer que parmi des populations qui ont vécu, on peut dire, des traumatismes relativement similaires dans le genre persécution, si on prend les Juifs, si on prend les Arméniens, et peut-être qu'il y en a d'autres encore, je me suis demandé comment se fait-il que chez les Roms, on ne retrouve pas, comme dans le cas des populations juives et arméniennes, des gens qui ont pu se hisser parmi les élites, que ce soit financières ou intellectuelles, dans les diverses populations européennes et mondiales. D'abord, il y en a un peu, mais actuellement, rares sont celles et ceux qui le revendiquent. C'est-à-dire que réussir, c'est pouvoir se dispenser de s'identifier comme tel pour beaucoup.
Mais il y en a qui sont en train de se rendre... Enfin, qui endossent ce rôle pénible. On le voit moins en France, parce que, par exemple, l'association Romanie Internationale est une association où il y a des figures plus importantes, mais dans d'autres pays. Mais même en France, par exemple, il y a le cas de figure très intéressant d'une jeune femme qui a écrit un livre qui est intitulé « Je suis tzigane et je le reste ». Elle voulait l'appeler « Je suis Rome et je le reste ». Et l'éditeur lui a dit « Oh non, quand même, Rome, ça va pas vendre ». Donc, il avait peur que ce soit un peu trop stigmatisé, ce qui était intéressant, puisque le livre est justement là-dessus. Elle s'appelle Anina Chouchou, et c'est intéressant parce que c'est une trajectoire de quelqu'un qui vient de ça, c'est-à-dire qui a fait la Manche en Italie, et qui est en France maintenant, et qui est en train de passer dans une semaine le concours de la magistrature en France, après avoir obtenu la nationalité française qui lui permettait de concourir grâce au livre qu'elle a publié. Donc il y a des gens qui commencent à se dire, voilà, malgré le stigmate, mais c'est une question qui s'est posée aussi pour un certain nombre de juifs dans les années 30, par exemple, qui n'avaient pas envie particulièrement de s'identifier en tant que juifs, mais dans des circonstances d'antisémitisme fort, un certain nombre ont fini par se dire, bon, peut-être que je ne me pensais pas comme juif, que ça n'avait pas de sens pour moi, mais enfin, vu les circonstances, je ne peux pas dire c'est pas mon problème. Et je pense qu'il est peut-être en train de se passer un petit peu la même chose. Mais je crois que, par ailleurs, effectivement, enfin, après, il y a une sociologie des minorités bannies, etc. Dans le cas des juifs, je pense que la double tradition religieuse du livre et l'assignation économique à des métiers d'argent, par l'exclusion, par l'Église catholique, etc., a pu jouer des rôles dans une histoire particulière d'une minorité particulière. Ça n'a pas été le cas, ni du côté de la religion du livre, ni du côté des métiers d'argent, pour ce qui concerne les populations roms. C'est une hypothèse. Donc à traiter là aussi avec prudence.